Alors si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Donc Kinshasa Direct se poursuit. Nous prenons le second invité, Aimé Boukassa, analyste politique et homme à multiples casquettes. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. En tout cas, ça vous fait rire quand je dis homme à multiples casquettes, c'est vrai. Vous êtes dans beaucoup de choses, mais aujourd'hui, comme d'habitude, on vous prend comme analyste politique. Voilà. Merci beaucoup. Gaëtan. Alors, je préférerais que l'on parle d'abord de la gouvernance dans le Kasaï. Alors, vous avez une spécificité, je ne sais pas, vous me l'avez dit en aparté, mais je peux le dire quand même publiquement, c'est que vous êtes Kasaïen, congolais, c'est vrai, mais Kasaïen, mais qui a quand même grandi, qui a grandi dans le sud Kivu. Voilà. Donc vous vous revendiquez à la fois ressortissant du sud Kivu, mais également Kassaïen, ce qui fait de vous un vrai Congolais, quoi, en réalité. Alors, donc, la question du Kasaï, vous l'avez encore dans votre cœur et vous avez l'impression qu'il y a un problème de gouvernance qui persiste. C'est laquelle? Eh bien, écoutez, comme vous venez de le dire, je suis Kassaïen Louba, de père et de mère, natif du Bukavu. Du Bukavu, voilà. Beka, comme vous dites. Des garçons béqués, né, grandi là-bas. Vous êtes quinois aussi, donc totalement congolais, un peu quinois. Quinois, pas beaucoup. Pas beaucoup. Je suis plutôt Kivussien. Kivussien. Je préfère être connu comme étant Kivussien, garçon béqué, garçon moi, de Bukavu. Quand même. Vous n'êtes pas Kino, quoi. Non. Écoutez, ma vie, c'est Bukavu. C'est Bukavu. Ma vie, c'est Bukavu, c'est Goma, c'est l'Est. Les montagnes, c'est l'Est. C'est très joli, c'est la plus belle région du pays. On y mange très bien. Les vous ne faites pas des jaloux dans le Kasaï, comme ça, vous dites, mais ce Kassaïen qui fait l'éloge de Bukavu comme ça. Non, au contraire. Ça, c'est en interne entre nous, quoi. Ouais. Au contraire, on doit être fier de cela parce qu'il s'agit de la RDC. Et on doit être fier de savoir que non, en RDC, évidemment, toutes les provinces sont belles. Mais nous avons un coin qui est paradisiaque, et c'est le Kivu. Bukavu particulièrement. C'est le Kivu. Donc, Sud Kivu, Nord Kivu, Bukavu, Goma, toute la région. C'est paradisiaque. D'accord. Alors, ça, c'est géographiquement parlant, mais économiquement parlant, on n'en est pas encore arrivé. C'est pas encore le paradis, non? Économiquement parlant. Tout comme dans le Kasaï. Ben justement, c'est même la raison pour laquelle je suis là. C'est en tant que natif de Bukavu, j'y vais assez souvent. Chaque fois quand je suis au Congo et tout ça, j'y vais souvent pour voir comment les choses évoluent. Et là, depuis le mois de décembre, j'ai commencé à aller beaucoup au Kasaï aussi pour voir comment les choses se passent. Et je suis très frappé, et m'est frappé négativement par rapport à ce que je vois au Kasaï. La gouvernance a été et est encore très très mauvaise. C'est la province présidentielle, la province du Kasaï oriental. C'est la seule province qui a été confiée à l'UDPS. Et c'était là l'occasion à Nord donnée à l'UDPS de pouvoir montrer aux Congolais de quoi elle est capable de transformer cette province-là, gérer cette province-là de manière à donner du goût aux autres. Mais malheureusement, c'est déplorable ce qui se passe là-bas. N'eût été les actions présidentielles qui se passent dans ma province d'origine, le Kasaï oriental, eh ben, je pense que ça serait encore catastrophique. Vous allez en Bujimaï aujourd'hui, tout ce que vous voyez, c'est les efforts du chef de l'État. Mais le chef de l'État, c'est vrai, il est d'origine kassaïenne, mais il est le chef pour toute la République démocratique du Congo. Donc les efforts là qu'il est en train de fournir pour les Kasaï, évidemment, je considère que c'est du par patriotisme que les autres Congolais l'acceptent. Mais en réalité, ça doit choquer, ça doit faire mal. Parce que n'eût été ces efforts-là, eh ben, il n'y aurait absolument rien à l'heure au Kasaï, principalement Kasaï oriental. Vous savez, il y a le président de l'ensemble, Moïse Katumbi, qui veut être candidat, qui veut diriger ce pays. Et jusque-là, ce qu'il met en valeur comme étant un projet de société, c'est le fait qu'il a été gouverneur au Katanga et qu'il aurait bien géré le Katanga. Et il pense pouvoir... Il y a un débat là-dessus sur la question. Bien sûr, c'est ça qu'ils disent. Hein. Ils pensent que non, ce qu'ils ont fait au Katanga, ils peuvent répliquer ça sur l'ensemble du pays. Mais aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir au Kasaï. Hein. Quel est le bilan de l'UDPS, la gouvernance de l'UDPS au Kasaï? Alors, si je vous comprends bien, le chef de l'État fait quelque chose pour le Kasaï, mais l'UDPS en soi, l'entourage ne fait rien. C'est ce que vous dites en fait. Absolument. L'exécutif provincial est presque inexistant.
presque... Vous faites des reproches à l'exécutif provincial. À l'exécutif provincial. Pas au pouvoir, pas à Kinshasa. Non, pas à Kinshasa. Pas Kinshasa. Kinshasa a montré les bons signes. Non. Bon signe, c'est autre chose. Okay. Je reproche à l'exécutif provincial, et cet exécutif provincial, elle vient de quelque part. Elle vient d'un parti politique, elle vient de l'UDPS. Okay. L'UDPS, les bastions de l'UDPS, d'abord les Kasaï oriental. Et malheureusement, voir la gestion de l'UDPS dans la province du Kasaï oriental, ça fait très mal au cœur. C'est choquant, ça fait très très mal au cœur. Et il y a absolument urgence pour qu'ils puissent essayer de revoir ça. Nous allons vers les élections en décembre. Il n'y aura pas de cadeaux à se faire. Parce que là, il s'agit de notre province. Il s'agit de, je ne sais pas, au Kasaï, il y a 3-4 millions d'habitants qui vivent là-bas. Et ils ne vont pas être pris en otage ou être à la merci d'un groupe d'individus qui ont brillé par une gestion sans pareil. Nous avons eu d'autres, par les passés, il y a eu d'autres gouverneurs, notamment, je peux citer les noms, l'ancien gouverneur Ngoï Kassanji. Qui était ici hier, il était assis là hier, voilà, sur place. Oui. Voilà, quand vous comparez sa gestion, que les gens estimaient être catastrophique, mais comparez cette gestion avec ce que nous avons ici, mais les gens préfèrent même le retour du gouverneur Ngoï Kassanji. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Ah oui, à ce point. Les gens préfèrent le retour du gouverneur Ngoï Kassanji. Vous avez la seule... C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'interférences politiques aussi dans Kasaï. Quand il y a un gouverneur, Kinshasa le rappelle ici, il est bloqué, on l'accuse des détournements, ça bloque tout, non? Mais écoutez, que ça c'est une question de gouvernance. N'amenez pas vos problèmes internes pour aller mettre toute une province, prendre toute une province en otage. Nous avons besoin que les Kasaï aillent de l'avant. Moi, je suis très peiné, je suis Louba. Quand j'entends tout à la longueur de la journée, vous les Kassaïens, chez vous c'est les grands villages, vous allez envahir les Katanga dans des trains. Et quand je vois mes frères et sœurs sur des trains de marchandises en train de partir, d'immigrer à gauche et à droite, ça fait mal. Et c'est l'occasion de pouvoir commencer à donner quand même un souffle à cette province-là. Et malheureusement, vous avez des politiciens du Kasaï qui sont, au lieu de travailler pour les Kasaï, ils sont là en train de se taper dessus. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable. Vous avez la seule compagnie qui faisait vivre encore les Kasaï aujourd'hui, c'est la compagnie minière Sassim. Parce que la MIBA a été mise par terre. Et la seule compagnie qui faisait encore vivre la province, c'est la Sassim. Et aujourd'hui, vous avez Madame la ministre de Mines, qui est fille du Kasaï, et même du territoire où Sassim fait ses opérations à Miabi, qui signe cet arrêté et qui bloque tout. Aujourd'hui, vous avez les agents de la Sassim qui sont dans la rue. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes obligés de revoir nos prévisions budgétaires pour commencer encore à aider nos frères, nos cousins, nos tantes là-bas au Kasaï, alors que c'est des gens qui travaillaient. La Sassim était là, la Sassim produisait, ça faisait d'une manière ou d'une autre la fierté de la province. Maintenant, comment la province va évoluer? Comment la province va fonctionner lorsque la seule compagnie qui était là, qui est restée, qui produisait encore à la province, vous la mettez dans des difficultés comme ça, et de manière volontaire pour les intérêts de certains individus. Et ça, c'est inacceptable. Alors, vous avez des députés qui ont été élus dans les Kasaï orientales, qui sont supposés aller au Parlement défendre la cause du Kasaï. Ils ne le font pas. Et qui le fait? Il n'y a que l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji qui le fait. Ah bon? C'est le seul. C'est le seul qui... Je suis surpris comme ça que vous vantiez. Absolument. C'est le seul qui défend la cause du Kasaï oriental. Au Parlement, dans les médias, c'est le seul qui le défend. Et écoutez, moi je me dis, écoutez, il ne doit pas être le seul à le faire. Nous sommes tous fils et filles du Kasaï. Mais cette négligence-là, à la fois c'est laxisme, cette manière de faire de l'entourage et du parti politique du chef de l'État aura peut-être des répercussions même sur son élection, probablement, ou ça compte des popularités, ou non? Non, mais justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour alerter, pour lancer cette alerte-là, pour faire ce que nous devons faire en tant que citoyens. Nous avons ce devoir de citoyen de nous battre pour défendre les chefs de l'État, parce que les chefs de l'État, pour mon cas par exemple, je ne suis pas nouveau auprès du chef de l'État, j'ai fait sa campagne quand presque plus de 90% de ceux qui sont aujourd'hui avec lui autour de l'Union sacrée, ils étaient soit dans la Mouka ou dans les FCC. Nous étions parmi les quelques rares
qui lui ont fait confiance et qui ont mouillé les maillots pour les soutenir, et nous continuons à les soutenir, et nous n'allons pas accepter que les hypocrites, les ennemis du Congo, les ennemis du Kasaï, les arrivistes, les jouisseurs, tous les noms que vous voulez, nous n'allons plus accepter à ce que ces gens-là puissent tenir le chef de l'État, prendre le chef de l'État en otage d'une manière ou d'une autre. Nous allons parler, nous allons nous battre parce que nous voulons que le chef de l'État réussisse sa mission, nous voulons qu'il puisse avoir le deuxième mandat, mais nous voulons que cette fois-ci, l'entourage qui va l'accompagner pour le deuxième mandat soit un entourage digne des hommes et des femmes capables, de patriotes, intègres, compétents et qui vont faire des choses pour que non seulement les Kasaï changent, mais que toute la République, l'ensemble de la République démocratique du Congo. Alors s'il faut assainir cet entourage-là, j'ai entendu beaucoup de gens dire la même chose que vous, M. Camille Kalele l'a dit. J'ai reçu récemment aussi un monsieur, un proche de l'UDPS, et il a une organisation qu'on appelle UDPS des vertébrés, quelque chose comme ça, qui a dit le même discours. S'il faut assainir, on doit commencer par quoi? Eh bien, vous savez, nous avons accepté d'être pris en otage. Nous avons accepté de rester muets. Nous avons cédé à des pressions, à des menaces. Et cette fois-ci, on ne va pas accepter ça. On ne va pas céder à des pressions, on ne va pas céder aux menaces. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, c'est notre président, le président de la République démocratique du Congo. Il n'est pas le président d'un parti politique, il est là pour servir cette nation. Le mandat qu'il va avoir, ce sera le mandat de la nation congolaise pour travailler et servir ce peuple. Et nous lui souhaitons bonne chance et nous allons les soutenir dans ce sens-là. Et nous voulons que ces mandats-là puissent réussir. Alors c'est de notre devoir de nous rassurer que nous faisons suffisamment de bruit. Nous allons frapper à des portes à gauche, à droite pour se rassurer que cette fois-ci, la bande de tous les aventuriers et hypocrites et sans intégrité puisse encore s'accaparer de tout ce qu'ils ont fait. Vous dites que vous avez accompagné le président de la République, Félix Tshisekedi, à l'époque, avant son élection. Vous n'êtes pas parmi les oubliés, non? Vous ne vous sentez pas comme ça? Oublier ceux qui connaissent l'affaire, ils savent que je suis un oublié. Ils savent que je suis un oublié. Mais moi, quand moi je me suis engagé dans cette bataille-là pour défendre le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est parce que je crus en lui. C'était pas pour vous-même? C'était pas pour moi, c'est pour le Congo. Okay. À partir du moment que toi, mon frère, ma soeur et mon pays aillent de l'avant, ça me suffit. Ça me suffit. Je fais mes affaires, je fais d'autres choses. Mais le plus important d'abord, c'est pas moi, c'est mon pays. Je veux que mon pays se mette debout, que mon pays aille de l'avant. Et le pays ne peut que se mettre debout et aller de l'avant si le président est bien entouré et encadré par les gens qui ont cet amour, cette volonté-là de l'aider à amener ce pays de l'avant. Alors, l'autre thématique, c'est je les appellerais des pseudo-valeurs occidentales maintenant qui se propagent comme des petites cacahuètes un peu partout. Il y a notamment le phénomène LGBTQ+, RR, etc. Alors, vous êtes vent debout contre ce phénomène qui n'est même pas encore ancré dans notre pays. Pourquoi c'est votre cheval de bataille maintenant? Eh bien, ce phénomène-là, il est très très important. Là, je m'adresse de nouveau à mes frères et sœurs congolais. Il y a une menace qui frappe à notre porte. Il y a une menace qui frappe à la porte avec comme objectif la destruction de la cellule familiale. La famille, telle que nous l'avons connue de part de nos aïeux, c'est que c'est un père et une mère, rien d'autre. Eh bien, nous sommes menacés par ces phénomènes de LGBT, et si on ne fait pas attention, eh bien, nos enfants vont hériter d'un monde, d'un Congo qui sera dépravé, un Congo qui sera immoral, et ça, c'est inacceptable. Aujourd'hui, vous avez... la dernière fois, j'en avais parlé. En France, par exemple, on cherche à révisiter ou à revoir le curriculum scolaire, ouais, et intégrer des notions telles que les enfants doivent être enseignés à savoir que les parents, dans une famille, ça peut être constitué d'un père ou d'une mère, et ces pères-là ou cette mère-là, ça peut être un homme ou un homme. C'est inacceptable. Et comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, ils ajoutent encore d'autres choses, telles que, vous savez, des groupes de gens qui se revendiquent que non, eux, ils adoptent la notion du chat. Donc, ils sont comme des chats. D'autres sont des papillons. Donc, ils s'organisent dans ce monde-là et ils se disent, bon, puisque dans les LGBT+,
hein, donc ils sont dans les plus là, et ben, nous devons avoir de droits. Il se constitue un cahier des charges, hein, un cahier des charges qu'ils veulent imposer au monde, et évidemment, ça va commencer par chez eux là-bas, pour finir par nous être imposés, nous, ici. Donc, nous devons nous mettre debout, nous devons dire non à cela. Nous, nous sommes des Africains, nous avons, je ne cesse de le dire, nous avons nos valeurs, nous avons nos coutumes, et nous n'allons pas accepter assez qu'on vienne nous imposer encore ces choses-là. Donc, ce qui est à corriger par rapport à notre coutume, c'est à nous-mêmes de corriger. Ce qui est à revoir par rapport à notre coutume, étant donné que nous sommes au XXIe siècle, c'est à nous-mêmes de le faire. Mais on n'a pas besoin que les gens qui ont perdu leurs coutumes, parce que les Occidentaux, il n'y a presque plus de coutumes là-bas, presque plus de valeurs là-bas. Et donc on ne va pas accepter à ce qu'ils viennent maintenant aussi détruire la cellule familiale ici chez nous. Mais alors, le monde est devenu comme un village planétaire. Aujourd'hui, toutes les cultures du monde se rencontrent. La culture qui est la plus forte, c'est elle qui domine sur les autres cultures. On le voit assez subtilement. Tout ce que nous consommons aujourd'hui vient de l'Occident. Cet Occident qui s'est déchristianisé aujourd'hui, qui n'a plus de fondement, vous l'avez dit. Alors, que devait être ou que doivent être nos repères pour que jamais nous perdions dans ce contact-là? Nos repères, c'est simple. On dit non à l'importation. Dans le langage seulement, ça suffira non, pas. On dit non à l'importation de valeurs négatives. On dit non à cela. Et aussi, juste pour corriger ce que vous venez de dire, l'Occident aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, ça nous montre réellement c'est quoi qu'on peut considérer comme étant l'Occident. Ouais. L'Occident, c'est pas c'est quoi? C'est peut-être un quart du monde. Un quart du monde. Vous avez l'Amérique centrale, l'Amérique latine, vous avez l'Afrique, vous avez tous les continents asiatiques et beaucoup de pays en Indo-Pacifique qui réfléchissent comme nous par rapport à cette question de LGBT, qui sont attachés à leurs coutumes, qui sont attachés à leurs valeurs, qui sont fiers de cela. Donc, il n'y a pas que nous. Donc, nous devons dire non. Donc, justement, d'après vous, il faudrait peut-être appartenir à ces organisations qui sont restées un peu tradies, notamment le BRICS ou le Commonwealth. Donc, lequel? Pour terminer rapidement. Non, c'est pas... Ça, c'est autre chose. Pour moi, les BRICS, le Commonwealth... Ça, c'est pour l'économie. C'est beaucoup plus sur le plan économique. Oui. Nous avons besoin d'adhérer aux BRICS. Oui. J'y vais d'ailleurs la semaine prochaine. Vous participerez au BRICS? Je serai là. Oui. Je ne sais pas si le gouvernement congolais sera représenté, mais moi, j'y vais en tant qu'observateur. Oui. Je me suis débrouillé à ma manière pour y être. Et si le gouvernement congolais ne sera pas là, ça sera vraiment dommage. Mais je vais y aller, je me bats pour mon pays, pour mon Congo. Je dois faire ce que je dois faire pour mon Congo. Même si ma voix ne va pas compter, mais au moins je vais être là. Je vais essayer de faire du lobbying, de faire pression à ma manière par rapport à mes connaissances là-bas, pour que la voix du Congo, d'une manière ou d'une autre, de manière officieuse ou pas, mais qu'elle se fasse quand même entendre. Alors, nous devons appartenir à cette On va terminer par ici, et peut-être un dernier mot que vous lanceriez ou que vous diriez aux parents, parce que la famille, c'est d'abord les parents qui surveillent et éduquent les enfants pour qu'ils protègent leurs enfants face à tout ce qu'ils peuvent regarder et qui peuvent les influencer autrement. Alors ici, c'est pas seulement aux parents, c'est à toute la société civile, les religieux, parce que nous sommes un pays d'abord religieux, les religieux, tous ceux qui pensent qu'ils sont dans les organisations à caractère éducatif, des choses pareilles, c'est notre devoir. Évidemment, les parents, les enseignants, c'est notre devoir. Nous avons l'obligation de sauver la nation face à ces dangers qui pointent à l'horizon avec les LGBT. Si on n'y fait pas gaffe, eh bien, on se retrouvera avec un monde complètement dépravé. Et ça, moi, je n'accepterai pas de voir mes enfants hériter d'un pays dépravé, parce que moi, je n'ai pas hérité de ces pays-là. Merci beaucoup. Aimé Bokassa, analyste politique, pour toutes ces précisions et pour avoir été là. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Voilà, on reste ensemble maintenant pour terminer. On va parler, pour terminer, de l'éloquentia. L'éloquentia, c'est un concours d'éloquence que met en place une ASBL, Gereco, dirigée par Dolph Ndaye, qui va venir tout juste après.
la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent. Gloire à nos peuples